Peux-tu nous dire, en mettant, peut-être c'est un rapport avec tes activités, avec tes mandats électoraux, ton mandat de conseiller municipal de Paris et ton mandat de député, Ouais. comment tu as été amené à devenir un élu et en même temps responsable associatif? Ah, alors si je suis devenu responsable associatif, c'est parce que j'étais député de la circonscription. Et que dans cette circonscription se sont installés, sans qu'on soit allé les chercher, des Chinois, qui sont arrivés d'ailleurs en disant qu'ils étaient cambodgiens. Car c'était des Chinois du Cambodge. Ils étaient venus du Cambodge, mais ils étaient descendants de Chinois. Et tous commerçants d'origine. Ils sont arrivés en 1975 dans le 13e, peu de temps après que Pol Pot et les Khmers rouges aient pris Phnom Penh. Et pendant 5 ans, ils ont travaillé comme ils ont pu. Ils ont regardé le quartier, ils ont constaté qu'il y aurait moyen de créer un quartier commerçant. Et ils l'ont créé comme les Chinois en créent un, chaque fois qu'ils le font à l'étranger. Alors, maintenant, je peux raconter l'histoire. Sur le moment, j'ai constaté, comme tous les autres, habitants du 13e, comment ça se passait en me demandant qu'est-ce que c'est que ça, hein? Et on a bien eu le sentiment pendant un temps d'une invasion de boutiques chinoises. Certains voyaient déjà le péril jaune. Hein. Alors, c'est en 81 qu'ils ont ouvert ces boutiques. Je suis devenu député, moi, en 81. J'étais avant conseiller de Paris. Et ma foi, comme c'était sur la circonscription, le problème, est-ce que ces Chinois allaient faire un vrai quartier chinois, comme il en existe en Asie, Cholon, à côté de Saïgon, ou à Bangkok, ou Singapour, qui est une ville à 80% chinoise, ou comme il en existe en Amérique, les quartiers chinois de San Francisco, ou de Los Angeles, ou de New York, ou de Toronto. Est-ce que ça serait ça, ou est-ce que ça pourrait s'intégrer dans la société française, et dans le 13e? Alors, j'ai créé 13e sans frontières avec un vieux copain vietnamien, celui qui avait fondé la JOC au Vietnam d'ailleurs, Nguyen Man A, le gendre de Georges Maran, l'ancien maire communiste d'Ivry, et qui connaissait bien le problème des Chinois, et surtout des Chinois du Vietnam et du Cambodge. Et on a donc fait une association spécifique qu'on a appelée 13e sans frontières en 82. Et pour toucher ces gens, tenter de les intégrer, les inciter à s'intégrer dans la vie française, on s'est dit qu'il fallait les toucher, qu'il y avait un seul moyen à la réflexion d'y arriver, c'était par le côté culturel, donc en leur proposant d'apprendre le français, et pas seulement pour se débrouiller petitement pour acheter une baguette de pain, mais d'apprendre la langue et la culture, en faisant le pari que ces gens imprégnés de culture confucéenne et très fiers de leur histoire et de leur culture chinoise, auraient à cœur de connaître la culture française, qui après tout vaut bien la leur, même si elle est totalement différente. Et on a donc démarré des cours de chinois en 85. On en est maintenant à 8000 clients qui sont passés dans ces locaux et ceux de l'avenue d'Ivry. Voilà. Alors maintenant, c'est plus à 80% chinois comme au départ, parce qu'on a quand même, comme on dit, épuisé un peu le stock de ceux qui avaient besoin d'apprendre. Et comme Pasqua a fermé les frontières et qu'il n'y a plus le renouvellement qui existait auparavant,
On a maintenant, pour près de la moitié, des gens d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient ou d'Amérique du Sud, en plus des Asiatiques. Et des Asiatiques, parce qu'il y a en plus des Chinois, il y a les Coréens, On a même des Japonais aussi. Ce qui est assez rare, parce qu'ils aiment rester entre eux, les Japonais. Mais là, ils viennent à côté avec les autres. Il n'y a pas beaucoup d'Africains. Il y a des problèmes entre Africains et Asiatiques. Le racisme n'existe pas que chez les longs-nez que nous sommes. Hein? On le constate à l'usage. Voilà. Pour construire une situation comme ça, ton réseau de relations de syndicalistes t'a servi ou c'est une expérience complètement différente pour toi? Ah, c'est complètement... Parce que tu as quand même surtout été marqué par le syndicalisme. D'abord par la JOC, ensuite par le syndicalisme. Oui. Là, mon réseau de syndicalistes... Non, il n'a pas servi parce que je l'ai monté avec une Guyenne Mana, que je connaissais. Tu connaissais par la JOC. Oui. Mais après, c'est ma fonction de député qui a permis. C'est ce qui m'a permis de trouver des locaux, d'arriver à trouver le fric pour les acheter ou les louer, et trouver des subventions pour faire tourner la boutique. Alors raconte-nous ce passage du syndicalisme à des fonctions politiques. C'est chez toi un choix ou tu as été sollicité? Je suis passé à la politique en devenant conseiller de Paris. Bon. Pourquoi je suis devenu conseiller de Paris? À l'Union régionale parisienne, j'étais chargé des relations intersyndicales et avec les organisations politiques également. Je n'avais pas de relation avec le Centre démocrate, ni avec le RPR, ni avec l'UDF. C'était assez limité. Il faut bien dire, ça faisait le PC, le PS, PSU. Ça n'allait pas beaucoup plus loin. Mais ça permettait quand même de se retrouver, surtout dans la période d'unité d'action, où après, d'une part pendant la guerre d'Algérie et puis après, toute cette période, les grèves des mineurs, après l'unité d'action sur CGT, CFDT, les manifestations communes, etc. À tous les coups, les partis de gauche appuyaient. Puis relation aussi avec les autres organisations, comme Ligue des droits de l'homme ou Ligue ou le MRAP, etc. Autres organisations, ou les étudiants de l'UNEF. Et en arrivant, ce qui m'a permis en 68, d'arriver à, non pas à monter la manif du 13 mai, mais enfin, faire en sorte qu'elle ait lieu. Bon, en arrivant à emmener des camps, Essegui trouvait le président, le vice-président de l'UNEF de l'époque, qui s'appelait Sauvageau. Oui, c'était un petit tour de force pour y arriver. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, à l'URP, c'était l'époque en même temps de la réorganisation de la région parisienne, ou de l'ouvrier, mettait au point, avait lancé les travaux pour le schéma d'aménagement de la région, comprenant les villes nouvelles et le réseau express régional. Et on a donc eu, puisque l'URP avait des délégués au comité consultatif et social que de l'ouvrier avait créé pour la région parisienne, ce comité se réunissait, au moins son bureau, assez souvent pour ce qui est tous les problèmes d'aménagement. Et les problèmes de transport en commun, les problèmes des villes nouvelles, d'aménagement des banlieues, on en a parlé plus d'une fois au bureau de l'URP. Et c'est en discutant comme ça qu'on avait d'ailleurs mis au point à l'URP la revendication sur laquelle on a fait campagne en 69 de la carte unique de transport
gratuite pour les travailleurs de la région parisienne, payés par l'employeur. Ça a donné lieu à la carte orange, hein, qui a été payée par l'employeur à partir du moment où il a fallu le gouvernement de gauche pour y arriver. Bon, mais c'est quand même une initiative, c'est pratiquement à l'Union régionale parisienne qu'on a eu cette idée, qu'on l'a lancée, et progressivement, elle y est arrivée. Alors, si bien que les problèmes, et puisqu'il y avait en même temps réorganisation administrative de la région parisienne, création de nouveaux départements, s'ajoutait le problème de la réorganisation administrative de la région, ce qui inquiétait fort beaucoup de gens. Les gens de la sécurité sociale, par exemple, ne voulaient pas en entendre parler. Ils se sont battus pendant 15 ans pour empêcher que la caisse de sécurité sociale et celle d'allocation familiale ne soient départementalisées. Et donc les problèmes de la région parisienne, je les avais abordés à l'URP, de même que ceux de la ville de Paris, tout tranquillement, parce que voulant être logé à la Bourse du Travail, eh ben, la Bourse du Travail dépend de la ville de Paris, et qu'on s'était retrouvé coincé devant ça, et de constater que la ville de Paris se foutait pas mal de la CFTC ou CFDT après. Hein. Ça, il n'y avait pas de... Ils s'en tamponnaient complètement. Et comment arriver à être logé, etc., comment faire, bon. Alors, on y est arrivé quand même, mais ça nous amenait en même temps à nous préoccuper des campagnes électorales. Et en 1965, puisqu'il y avait eu accord entre le PS et le PC à l'époque pour faire des listes communes, ce qui était nouveau, la SFIO avant se gardait bien d'avancer ça, mais ce qui était nouveau, c'est que c'était le départ du scrutin majoritaire dans les municipales à Paris. Il avait été mis en 59 dans le reste de la France, mais Paris, ils avaient hésité, ils ne l'ont mis qu'en 65. Et c'était la seule solution qu'avait trouvé le PS de l'époque s'il voulait encore avoir des élus. Et en ayant bien regardé la situation, il y avait donc 5 arrondissements de Paris où raisonnablement, ceux de l'Est parisien, la gauche pouvait l'emporter et enlever des sièges. Sinon, elle n'avait plus un élu. Et dans ces conversations, moi j'avais regretté que les gens du PSU n'y soient pas. Ils ont fini par y aller vers la fin. Et j'ai même eu un jour chez moi au téléphone, Ergon qui m'a appelé en me disant « Mais présente-toi donc comme candidat. En tant que syndicaliste, mais ça marcherait. Tu te présentes dans le 18e ou dans le... Il y a une place là. Il faudrait mettre 65. Je vois pas bien, toi, t'as tort, etc. Bon, enfin, fais comme tu veux. J'avais pas ma carte PSU. Hein. Et il y avait à l'époque Roger Bonez qui était l'assistant de Claude Bourdet au Conseil de Paris. J'avais dit à Roger, alors pourquoi tu y vas pas? Ergon veut pas de moi. Bon. Très bien. Alors en 60, si j'ai été candidat en 71, ça a été tout tranquillement parce que j'avais décidé de quitter l'URP. Le camarade Duvivier avait annoncé fin 70 qu'il quitterait le secrétariat général et qui se voyait comme successeur un copain qui avait 10 ans de moins que moi. J'ai dit, j'ai été ton adjoint à Robert, je ne serai pas l'adjoint d'un gars qui a 10 ans de moins que moi, qu'est-ce que tu veux, c'est tout.
Ah, bon, c'est pas... C'est aussi simple que ça. J'avais à l'époque 40, ben ça me faisait 45 ans, oui. Alors, c'était un peu logique parce que... Qui lui a succédé? Guy Gouillet. C'était un peu logique parce que j'ai fait toujours des stages d'un peu 8 ou 10 ans. Hein? J'ai fait 8 ans comme permanent à la Joc et la Fleck, 8 ans à la Thomson, là ça m'a fait 10 ans à l'URP. Oui, parce qu'après, au bout de 10 ans, on commence à tourner en rond, ça devient, vaut mieux changer d'air. Et enfin, il y en a pour qui c'est différent, hein, mais moi j'arrive à saturation. Bon. Et il s'est trouvé à ce moment-là, bon, qu'il y avait à la tête de la fédération du PS de Paris une nouvelle équipe, c'était Chevènement et Sarr qui avait pris la fédération et qui avait donc éjecté Fusier, hein, ou les successeurs de Fusier. Et c'est eux qui sont venus me proposer d'être candidat au municipal pour montrer qu'il y aurait du changement dans la vie politique, du changement au PS. Je n'avais pas ma carte du PS, ils m'ont dit, mais c'est pas grave. Bon. Et moyennant quoi, le Gassard, d'ailleurs, m'a dit, ben, en même temps, je t'annonce, je quitte FO et je passe à la CFDT-PTT, alors arrange ça avec ta fédération, et puis j'amène des gars. Bon. Alors, seulement c'est bien gentil ça. C'était pour faire quoi? Ça prend comment? Oh ben on ne sait pas si c'est c'est un mi-temps. Bon, c'est un mi-temps, ça travaille pas toute l'année, il n'y a que 3 sessions, une session en hiver, d'octobre à Noël, une autre en avril, et une autre 3 semaines en juin. Bon. Mais le reste, bah, t'es libre, quoi, ouais. Bon, on verra. J'ai eu ce pot que je me suis dit, il faudrait quand même que je me cherche un boulot, ça serait quand même plus sérieux. Parce que ça me paraît bien aléatoire, ça. D'abord, il faut être élu, et puis 2, ils n'ont pas l'air bien précis sur ce que c'est que cette fonction. Ici, ils savaient que ça touchait 3 000 francs par mois. Ça, d'accord. Bon, mais comment ça marchait après à l'intérieur, lui? Et en cherchant, ben, fort heureusement, il y avait le chèque coopératif restaurant que je connaissais puisque j'avais participé à la fondation. J'ai donc posé la question au camarade Rino. Est-ce qu'il n'y a pas du boulot? Il m'a dit, tu tombes bien. On va démarrer le chèque vacances. Tu pourras t'en occuper. Banco. Ah bon? Oui, tu commences quand? Bon, 1er février. Alors j'ai commencé le 1er février au chèque coopératif restaurant. Et puis, 15 jours, 15 jours après quand même, les camarades du PS, là, n'avaient pas tellement donné signe de vie. Si je leur avais dit oui ou non, c'est où? Ah bon, c'est pas, on est toujours en discussion. Pratiquement, ils avaient discuté, négocié avec le PC et le PSU. Les gars du PSU avaient fait savoir à l'époque qu'ils ne savaient pas s'ils reconduiraient leur participation sur des listes de gauche. Par contre, la convention des institutions républicaines et puis les radicaux le marchaient, le émergeaient. Et en février, oui, les gars du PSU ont décidé à leur congrès parisien de faire liste commune avec Lutte ouvrière.
une liste Paris aux travailleurs. Donc les autres qui s'étaient mis d'accord pour les 5 arrondissements où la liste de gauche pouvait passer, puis c'était toujours le scrutin majoritaire, ils avaient mis de côté le siège qui était occupé par Claude Bourdet, dans le 13e, en disant ben, si le PSU vient, hein, ça, il désira son candidat, ça y est. S'il ne vient pas, ben, on verra. Hein. Et quand le PSU a dit qu'il n'y allait pas, alors que faire? Et en réunion comme ça, interorganisation, alors les camarades Sarr qui menaient les affaires a dit ben, moi je vois une solution, il faut élargir le champ de nos listes, il faut présenter un syndicaliste. Ah ben oui, Paul Laurent a dit oui, oui d'accord. Et oui, il a dit j'en connais un, Moulinet. Voilà. Alors, ben après tout, ouais. Oui, ben on va réfléchir, oui, il faut qu'on en reparle dans 2 jours ou 3 jours. Dès le lendemain matin, j'avais un coup de fil du camarade Gagère, de la fédération du PC. Il faut qu'on se voit, ouf, c'est urgent, il faudrait qu'on se voit tout de suite. Puis il est venu, j'ai dit, ben viens donc. Il était pas loin, il était au 120 rue Lafayette, on était encore à Montauban. Alors, dans le bistrot en bas, il dit, bon ben... Mais il dit, mais alors ton nom a été avancé, là, mais t'es au PSU. Mais j'ai dit, non, je suis pas au PSU. Comment? Je dis, vous m'avez toujours catalogué comme ça, oui. Possible, c'est vrai que j'y ai des sympathies, mais je prends la carte du PSU, puis c'est tout. Vérifie, demande-leur. Ah bon? Oui, mais alors comment tu ferais alors? Mais c'est pas incompatible, les mandats politiques et syndicaux? Ben, je dis, si, c'est incompatible. Eh ben, je dis, si je suis candidat sur la liste de gauche, j'ai plus de responsabilité syndicale, hein. C'est clair, c'est net. Et je pourrais pas me présenter en disant responsable CFDT, je dirais militant syndicaliste. Ah ouais, ah ouais. Bon, alors tout ça s'est réglé 8 jours après. Oh, c'était au Père-Lachaise, là, on était allé en pèlerinage. On a fait ça pendant 10 ans, là, pour commémorer Charonne. On allait se recueillir le dimanche le plus près du 8 février sur la tombe des gars morts à Charonne, qui sont enterrés là au Père-Lachaise. Alors, à la sortie, ben, dans un troquet du coin, là, on a réglé la question. En convenant de la chose suivante, ben, que j'étais candidat, ben, enfin que ça s'annoncerait, quoi, qu'il y aurait donc un communiqué du bureau de l'URP annonçant que... Non, un plan à voter dès le premier tour pour la seule liste qui avait des chances d'enlever les sièges. Et bon, l'UMA, effectivement, l'a publié comme il faut. Et a annoncé, évidemment, en même temps que le camarade Moulinet, qui était à la secrétaire de l'URP-CFDT, était candidat sur la liste du 13e. Bon. Hein, après quoi, ils ont pas remis. Il n'y a pas eu CFDT sur les bulletins de vote. Ça, c'était. Et sur les circulaires électorales. Et j'ai donc, je me suis retrouvé là, bon, candidat comme ça. J'ai fait la connaissance de mes colistiers ben, le jour où on a présenté les listes. C'était 2 ou 3 jours après, d'ailleurs, au dernier moment, à la salle des agriculteurs. Je revois toujours le grand Voguet, qui était tête de liste, qui m'a dit, c'est toi le syndicaliste? Oui. Bon, ben, salut, ben, c'est moi Voguet, le tête de liste. Voilà, d'accord. Je suis conseiller depuis 47. Bon. Et il m'a dit, ouais, que tu me donnes ta photo. Puis je dis, j'ai pas de photo. Quoi, t'as pas de photo? Ben, il en faut une, hein, pour mettre sur les affiches. J'en ai pas. Ben, tu te démerdes, hein. Il la faut demain.
Bon, je dis, ça va, je te laisse. Je vais chercher un photographe, me faire photographier. C'est tout ce qui me reste à faire. Oh, et j'ai vu le camarade du PS, tu vois, que le lendemain. Bon, après, il est allé chez le photographe, parce qu'il n'était pas là ce soir-là, cette réunion. Et ça tombait bien, on déménageait. Et on avait trouvé un logement dans le 13e, juste en même temps. Un logement d'ailleurs que j'avais parce que si j'avais pas été permanent syndical, je l'aurais pas eu, hein, très honnêtement. Pourquoi? Ben, pour la raison suivante, c'était un logement HLM. Pour avoir un HLM à Paris, il faut habiter Paris. Il y avait 10 ans que j'étais à Montmorency. Le seul moyen qu'il y avait pour revenir à Paris, c'était d'être allocataire à la caisse d'alloc, laquelle avait un certain nombre de réservations sur des logements à l'office HLM, et donc en ayant fait une demande à la caisse d'alloc, par ce biais-là, d'avoir un logement, tu vois, pour venir à Paris. Il s'est trouvé, bon, il m'en avait proposé 3 le même jour, là, tu vois. Il y en avait un dans le 20e et puis 2 dans le 13e. Celui du 20e, c'était vraiment bruyant, c'était à côté de l'avenue Gambetta. J'ai dit, bon, là, l'autre, là, dans le 13e, ça va. Bon. Et on est donc venu là. Alors, je me suis retrouvé, là, pendant la campagne électorale, j'avais juste eu le temps d'amener un plumard dans l'appartement, là, et puis d'y faire installer le téléphone, tranquille, voilà. Et on a déménagé officiellement, là, quelques semaines après, voilà. On s'est retrouvé élu, après une campagne électorale assez sans histoire, en ce sens que, si, ça allait vite, et comme il fallait que j'apprenne tout sur le 13e, ben, mon vieux, il fallait quand même se dépêcher, mais dès que tu es élu, c'est assez affolant, hein, parce que bah, tu es élu, le résultat est proclamé, ça y est. Dès le lendemain, le lendemain après-midi, il y avait une lettre qui était là, signée du syndic du Conseil de Paris, qui me convoquait pour le lendemain matin en disant « Venez vous faire enregistrer, etc., prendre les papiers, venir prendre votre bureau et tout. » Et indiquer donc à quel endroit. J'ai dit au syndic, mais comment? Ben, pas d'histoire, dès le dimanche soir, on sait, tu as une adresse, bon, déclaré, puisque tu es candidat, la machine se met en route et aussitôt, convocation, allons-y. Ça, c'est le bazar parisien. Hein. Je ne dis pas que dans toutes les mairies de banlieue, ça va aussi vite, mais... Alors, me dit-il, voilà comment ça marche, les sessions, les dates, il y a des commissions, alors, à laquelle vous allez? Je ne sais pas, moi je vais réfléchir. Comment vous êtes là, me dit-il? Vous êtes sur la liste de gauche, là, mais militant syndicaliste, alors, vous... Ah ben, j'ai dit, je m'apparenterai au groupe socialiste. Ah bon, apparenté? Oui, oui, apparenté. Bon, d'accord. Alors, je vous donne... Ah ben, il dit, pour un bureau, vous voyez, avec le secrétaire du groupe socialiste, quoi, avec Michel Salle. Hein. Vous voyez ça, non? Et puis après, pour le reste, ben, il me dit, ben, puis lundi prochain, non, mardi prochain, c'est l'ouverture de la session. Hein. Alors, mardi 15h, bon. J'ai eu à peine il m'a donné quand même l'écharpe. Et puis la médaille, là. Ce que les titis du 20e appellent le glavio, là. Hein. Et on a commencé cette session, alors assez épouvantable, parce que pendant 2 jours, bon, il fallait non seulement élire le président, les vice-présidents, les présidents de commission, etc., mais toutes les représentations du Conseil de Paris dans les innombrables organismes où il est représenté,
qu'il s'agisse de l'Office HLM, des sociétés d'économie mixte, d'un certain nombre d'organismes où il y a un représentant de l'Office du Conseil de Paris à l'aéroport de Paris. Il y a ceux, à l'époque, qui allaient à la région, où il n'y avait pas d'élection régionale. Il y avait ceux qui vont au Conseil d'administration de l'assistance publique, du Bureau d'aide sociale de Paris. Il y en a une liste, enfin c'est impressionnant, sans parler de ceux qui appartiennent au comité qui attribue les prix littéraires de la ville de Paris ou les prix scientifiques. Bon, alors tu es là-dedans tout bleu, tu nages, tu te dis qu'est-ce qu'il y a. Bon, et alors là-dedans je me suis casé, moi il m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire? J'étais allé à la réunion préparatoire du groupe. Bon, j'avais dit, moi, le syndicaliste, eh ben, la commission qui s'occupe des syndicats, puis de la bourse, c'est la deuxième. La commission qui fait la circulation et le domaine de la ville de Paris. Alors, la bourse du travail faisant partie du domaine de la ville, voilà, c'était. Mais évidemment, avoir le rapport être rapporteur pour la bourse du travail, il ne fallait pas n'y compter. Parce que par tradition, c'était un communiste. Comme le groupe communiste était plus nombreux, hein, ils ont dit, on continue. Alors j'ai quand même récupéré le rapport pour le Conseil de prud'homme. C'était pas compliqué, hein, c'était pour payer les frais du Conseil de prud'homme, puisque c'est à la charge de la ville, ça. Hein. Et j'ai démarré comme ça. Et puis j'ai ouvert mes oreilles, essayé mes yeux. J'ai constaté que les problèmes dont on discutait, en dehors de querelles qui faisaient un peu théâtral, c'était quand même presque toujours des affaires où il s'agissait de construire. Soit de construire une école, soit de construire une crèche, soit de construire un foyer de personnes âgées, ou de construire un morceau de rue, Ça avait toujours trait avec le bâtiment et les travaux publics. C'était rare les sujets qui n'y touchaient pas. Hein. Si de temps en temps on discutait bien un peu quand même des théâtres parisiens, du théâtre de la ville, ou du Châtelet, ou de la Gaîté Lyrique, des choses comme ça. Mais c'était plus sur l'aspect financier, rendement, que sur le côté culturel et technique. Et en même temps, je bossais au CCR. C'était pas très facile, parce que le Conseil de Paris était prévu pour qu'on puisse faire ça en travaillant. Donc les séances avaient lieu seulement l'après-midi. Le matin, pendant la session, le matin, c'était les commissions. Et on avait du mardi au vendredi. Alors il y avait le lundi pour soi, pour préparer les séances à venir. Mais pour une session de 3 semaines, il y avait un paquet de mémoires comme ça, hein, à avaler. Et encore, on n'avait pas tout, hein. C'était ce qui concernait chaque commission. Alors si on voulait se tenir au courant de ce qui se passait dans les autres, comme dans le 13e démarrait l'opération d'urbanisme de l'opération Italie, il fallait quand même bien savoir ce qui se passait sur le plan urbanisme de ce côté-là, même si ce n'était pas ma commission. J'ai essayé de venir les matins où il n'y avait pas de commission, d'aller travailler en même temps. Si le soir, il y avait une séance de nuit qui durait jusqu'à 11h, minuit, 1h du matin, aller au boulot le matin à 8h, pour recommencer l'après-midi en séance et compagnie, assez vite, on se dit, c'est pas possible. Alors, ça a commencé à poser quelques petits problèmes au CCR.
Rino m'avait dit au départ, oh, un conseiller de Paris, après tout, ça peut toujours être utile dans une société, ça peut des fois ouvrir des portes, hein, on ne sait pas. Bon. Et en dehors des sessions, oui, j'arrivais à y bosser, mais quand il y avait la session, fini. Et puis, au fur et à mesure que le temps a passé, ben, connaissant un peu mieux les dossiers, on les travaille plus et on finit par plus avoir par être mangé par la fonction de conseiller. Et d'autant que je me suis trouvé, ben, dès l'été 71, sans l'avoir fait, pratiquement à coincer le préfet et à le faire sauter. Là, le préfet était Diebolt. Et puis est arrivé l'été 71, l'affaire de la garantie foncière. Que tu nous avais raconté l'autre fois déjà. Ouais. Et bon, la conférence de presse faite par la Fédération de Paris, c'était pourtant annoncé à son trompe. Il y avait un journaliste. Hein. Heureusement que le gars du Canard enchaîné a dit « je peux pas venir, mais venez donc me voir ». J'ai emmené les papiers, il a dit « bon, très bien, allez ». Titre en rouge sur le Canard, en première page, le milliard du préfet de Paris. Et M. Diebolt, 8 jours après, il n'était plus préfet, s'était dégagé. Là, j'avoue que le Canard enchaîné est une institution qui a sauvegardé, et les journalistes qui y sont en sont bien conscients, et qui est indispensable. Parce que sinon, il n'y a pas moyen, enfin, à l'époque, il n'y avait pas moyen qu'un journal sorte en papier sur ces affaires. Là maintenant, quand on voit Libé, Le Monde, qui sortent des papiers qui annoncent, là, comme Le Monde hier, en première page, nous nous excusons auprès de M. Intel de l'Office HLM de Paris. Il n'était pas impliqué dans la mise en examen du juge Alphen. Nos excuses les plus plates, bon, ça risquait pas, hein, il y a 20 ans. Ils ne disaient pas un mot là-dessus, les gars. Et les juges non plus ne bougeaient pas, il faut bien dire. Hein. Alors, c'est quand même... c'est le seul moyen, d'ailleurs, de faire bouger les choses à Paris. Si la presse ne s'empare pas d'un dossier, là, je l'ai constaté, les malheureux conseillers... on pouvait toujours débattre, car il y avait des débats à l'époque. C'était un petit parlement organisé comme l'Assemblée, avec le perchoir où siégeait le président, qui ne faisait que présider le Conseil pendant 1 an. Il n'avait pas d'autre pouvoir. L'orateur en dessous qui intervenait, et puis chacun, dans le petit hémicycle, là, les conseillers qui étaient là. Maintenant que c'est un maire, il n'y a plus de perchoir. Monsieur le maire, il y a des micros, mais qui sont au banc de chaque conseiller. Donc, les gens interviennent assis, ils ne se lèvent même pas. Quand on est spectateur dans la tribune, il faut chercher, hein, quel est celui qui intervient. Qui prend la parole, là, maintenant? Ils sont 150, 163, pardon. Et... tandis que quand il y a une tribune, ben, l'orateur, il a la tribune, on voit qui c'est, et il voit son monde. Tandis que là, et comme en plus le statut communal donne tout pouvoir au maire, là, il n'y a pratiquement plus de débat, car chaque sujet qui est présenté, étant donné qu'il est présenté par le maire, sa majorité est pour. Il n'y a pas de problème. Donc, les autres, on laisse parler l'opposition, 10 minutes, un quart d'heure, enfin... pas trop quand même, hein? Et à condition qu'il reste évidemment dans certaines règles de bienséance. Hein? Et quand ils ont parlé, on dit bon, terminé, on passe au vote. Hop! Comme un seul homme, la majorité vote, c'est terminé. Question suivante, etc. Ce qui est plus grave, c'est que non seulement
les gens ne savent même plus ce qui se passe exactement. Car du temps du préfet jusqu'en 1977, c'était les services préfectoraux préparaient les dossiers, mais ça passait en commission. Et la commission débattait, faisait venir les fonctionnaires, même aux besoins des experts étrangers, et c'était seulement après l'avis de la commission que le dossier venait en séance. Si ça ne paraissait pas assez bien préparé, le préfet évitait de faire passer la chose en séance. C'était reporté à la session suivante, d'où on pouvait au moins savoir, essayer de suivre le cheminement du dossier. Maintenant, c'est terminé. Tout est préparé au sein de la majorité. L'opposition n'a aucune voix. Jamais elle n'est convoquée. Chirac, pour montrer qu'il était à la mode et moderne, a créé des commissions extra-municipales que nous avions réclamées, nous, à gauche. Chirac les a mises en place dès 1977. Ces commissions extra-municipales groupent, on y invite tous les syndicats de commerçants, les associations d'anciens combattants, d'écologistes, associations locales ou sportives, enfin suivant les domaines et les cas. Plus, bien entendu, maire adjoint et un certain nombre de conseillers de la majorité. Aucun conseiller d'opposition n'y est invité. Jamais. Et même si vous avez des amis parmi les gens des associations qui sont invités, ceux-ci sont tellement contents d'avoir été invités par monsieur le maire, etc., qu'ils ne pensent même pas à vous dire, tiens, dis donc, on est allé à une commission extra-municipale, là, sur tel sujet ou tel autre. Hein, d'autant qu'ils savent bien que vous n'y pouvez pas grand-chose. C'est la majorité qui décide. Hein. Et alors, si bien que quand le dossier vient maintenant devant le Conseil, il y a en plus Chirac a recommandé aux fonctionnaires d'être moins prolixes dans leurs explications. Il y a plus, là où il y avait avant 10 pages, maintenant il y en a 4 au maximum. Hein. Et vous avez un texte, ben le texte c'est oui ou non, c'est tout. Puisqu'il est présenté par le maire, les conseillers qui ont élu le maire votent le texte du maire. Comment ça? Même s'il y avait une connerie monumentale, qui est une faute de frappe et qu'on ait mal relu, que ça ait sauté, ils le font même, ils osent même pas le faire remarquer. Et c'est arrivé 2 ou 3 fois quand j'y étais, et qu'on faisait remarquer ça à Chirac. Il disait, bon, ben vous retirez. Mais si le maire n'est plus là, s'il préside plus la séance, ce qui lui arrivait, puisqu'il est resté 1 heure à chaque séance. Après quoi, il disait, premier adjoint, ou un autre, Tibéri ou Romani, qui va présider. Et les autres n'osent pas prendre d'initiative. Ils ne vont pas aller modifier un texte qui a la signature du maire. Alors c'est donc maintenant moins prenant, mais moins démocratique, mais quand j'y étais jusqu'en 1977, c'était plus que prenant, si bien que je me suis trouvé par la force des choses accaparé par le Conseil de Paris, et au CCR, on a fini par me dire, mais alors, tu viens combien de temps? Hein? Non, mais d'accord, tu as un mandat, tu le remplis, quoi. Hein? Bon, on ne peut pas t'empêcher, mais... Oh! Alors, tout ça jusqu'en 1977, Rino m'a dit, écoute, un mandat, ça va, hein, mais en deuxième, quand tu es réélu, très bien, il faut que tu trouves une autre crèmerie, quoi. Hein?
Alors la caisse de sécu avait fini par dire, la caisse vieillesse, si vous avez une attestation sur l'honneur qui soit certifiée par un élu. Alors les types venaient, disaient, moi voilà, je vous garantis, c'est ça. Alors pouvez-vous, vous êtes député, certifier que je dis la vérité. Tu me dis. Ben oui. Le gars, il me paraît être de bonne foi. Bon, ben je lui signe, et puis c'est tout. Et qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Eh, t'es marrant, toi, tiens. Bon, ça c'est une chose. T'as les démarches plus classiques, bon. Les gars qui te disent bon, je fais une demande de logement, ça aboutit pas, pouvez-vous l'appuyer? Bon, t'appuies, ça aboutit ou ça aboutit pas. Bon. Alors, ce qui m'a mis hors de moi, c'était des naturalisations. J'ai eu en 2 mois de temps une douzaine de personnes qui étaient venues me voir pour dire j'ai fait une demande de naturalisation, mais ça fait déjà 9 mois au moins ou 10 mois, j'ai pas de réponse. C'est pas comment se fait-il que ça traîne comme ça? Écoutez, je comprends pas, est-ce que vous pourriez appuyer? Et il s'était pas donné le mot, parce qu'il y avait toutes les nationalités. Il n'y en avait pas, peut-être 2 qui étaient du même pays, mais il y avait aussi bien un Chilien, Chypriote, une fille de Berlin, il y avait un Hollandais, il y avait une Suédoise, il y avait un Marocain, il y avait un Tunisien, bon, un peu de tout. Là, 12. 12 fois j'ai écrit à la sous-direction au ministère, sous-direction des naturalisations. Oh là, au bout de 2 mois, une première réponse qui revient. Monsieur le député, en réponse à votre lettre de telle date, appuyant la candidature de monsieur Untel, je suis au regret de vous informer que cette candidature n'a pu être retenue pour des motifs que je ne suis pas obligé de vous annoncer. Article temps de la loi du telle date. Bon. Signé le sous-directeur des naturalisations, Reynaud. Et son nom était là. Hein. Ça, il ne le cachait pas. C'était pas signé illisible. Une première, et puis après une deuxième, une troisième. J'en ai eu 12. 12 lettres pour mes... Les 12 lettres que j'avais envoyées, ben, il y avait 12 refus. Oh, du merde, à la 12e, ça pousse quand même un peu. Hein. Là, il se fout de ma gueule, le gars. Qu'est-ce que je fais? Oh, je dis pas d'histoire, allez. Eh bien, je vais aller le voir, c'est le plus simple. Si je le convoque, il va faire des manières, il va pas vouloir venir. Si je lui écris, j'aurai jamais de réponse, puisqu'il met qu'il n'est pas tenu de donner les motifs. Je vais aller le voir, je veux qu'il m'explique. Alors je lui téléphone. C'était 11h du matin. Il était au ministère des Affaires sociales, à la place Fontenoy, où la secrétaire vigilante, bon, elle se faisait tirer l'oreille pour me le passer, mais c'est à quel propos, etc. Je suis député, je demande à parler à monsieur le sous-directeur. Je m'appelle monsieur Louis Moulinet, député de la 13e circonscription de Paris. Voulez-vous me le passer, oui ou non? Faudra-t-il que je fasse appel aux gendarmes, ou quoi? Bon, alors, il finit par le passer. Et je dis au type, monsieur, voilà, j'ai reçu 12 lettres, vous mettez que vous n'avez pas à donner par écrit le motif, alors vous devez quand même en avoir un. Je vais donc aller vous le demander, vous me le direz oralement. Mais je pense au moins qu'il est sérieux. Vous m'expliquerez pourquoi sur 12, il y en a 12 que vous refusez. Ça, je veux savoir. Et vous allez me démontrer. Mais monsieur, me dit-il, mais c'est pas la tradition. Comment la tradition? Oui, la tradition veut que les parlementaires écrivent et les fonctionnaires leur répondent par écrit. Eh bien, j'ai dit, monsieur, je sais ce que vous me répondrez par écrit. Que vous n'avez pas à me donner par écrit de justification. Vous l'avez mis. Article temps de la loi. Alors, vous allez me le dire. Ça vous dérange? Je pourrais vous convoquer ici. Vous me diriez que vous ne pouvez pas, vous êtes trop pris, ou alors que vous êtes fait une entorse.
Bon, je veux vous éviter ça. Donc je me déplace. Je me déplace. Vous êtes dans Paris, je suis dans Paris. Pas compliqué. J'en fais pas un problème de préséance. Alors, monsieur, dans une demi-heure, je suis là-bas. Je suis dans votre bureau. Préparez vos dossiers, vous m'expliquerez. Bon, j'ai raccroché. Oh, dis donc. Il n'a pas eu le temps de partir. 3 minutes après, téléphone qui sonne. Moulinet, oui. Ici, c'est Caldi. C'est Caldi. Oui, il dit. Je suis le directeur de cabinet de Autun, les gars qui s'occupaient des immigrés. Et je dis, mais pourquoi? Oui, je t'appelle parce que je viens d'avoir le sous-directeur des naturalisations, là. Il vient de sortir de mon bureau, il vient de se plaindre. Il me dit que tu l'as agressé, viens pas lui casser la gueule. Fais pas ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qui tu es d'abord, toi? C'est qu'elle dit. Il me dit, moi, je te dis, directeur de cabinet, mais je suis le petit juge, tu sais, qui était sur les affaires d'avions ornifleurs, là-bas, dans le Midi, et que Chalandon avait envoyé, depuis le Midi, il l'avait envoyé à Hasbrook. Hein? Alors, Autant l'avait récupéré à son cabinet. Et il me dit, mais non, il me dit, je te dis ça. Ben, j'ai dit, écoute, moi, je veux pas casser la gueule de ton type. Moi, je m'en fous complètement, mais je veux que ça cesse, cette histoire. Alors, si tu peux m'expliquer. Oui, il me dit, viens, je préfère. Bon, alors je vais le voir. Il avait une pile de dossiers haute comme ça, à côté de la cheminée du bureau, là. Il me dit, tu vois, tes dossiers, c'est ceux qui sont au-dessus, là. Les autres, là, c'est les dossiers de tous tes collègues qui m'engueulent les uns après les autres chaque fois que j'en vois un, en me disant, dis donc, là, toutes mes demandes que j'ai faites, c'est tout refusé, etc. Comment se fait-il? Alors il dit, j'ai tout fait sortir, j'ai tout ça là, tu vois. Il dit alors, ben, il me dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai, c'est un facho. Puis il est moitié cinglé. Bon. Ah, il m'a expliqué, il m'a dit, c'est un ancien fonctionnaire de la France d'Outre-mer. Il n'y a plus de France d'Outre-mer, donc il fallait bien les mettre quelque part. Alors celui-là, il l'avait mis là. Et quand il était arrivé, il s'était rendu compte, oh, il avait dit, les étrangers ont leur service, hein. Bon, dans les naturalisations, on ne donne pas ça comme ça. Il avait convenu qu'il en donnerait une fois sur deux, pas plus. Et puis, il avait évidemment dressé son personnel en conséquence, hein. Ceux qui filaient pas d'eau, il les avait éjectés. Bon. Et quand il a vu arriver Mitterrand, le président, il a dit, ah, là c'est fini, c'est plus possible. Là maintenant, c'est pas un sur deux. Tout ce qui sera qu'aura la demande d'un socialiste, j'injecte. Alors le gars Segaldi m'a dit, tu vois, je vais t'en sortir quelques-unes. Alors il m'a sorti. Il m'a dit, tiens, les tiens, bon, c'est encore des cas un peu anodins, là, c'est de la plaisanterie, mais il m'a dit, il y a mieux. Il m'a sorti le dossier en espagnol de la guerre d'Espagne, qui était arrivé en France en 1939, mis en camp d'internement, engagé dans la Légion étrangère en septembre, toute la campagne de France 39-40, dans un régiment de la Légion, bien entendu pas prisonnier, démobilisé en zone sud, mais comme il était espagnol, républicain, non, il était affecté à résidence. Il devait tous les 8 jours aller pointer à la gendarmerie. Alors le gars y est allé, c'était dans le Vaucluse, je crois. Jusqu'à ce qu'en 1943 se constitue dans le coin un maquis espagnol. Alors là, il est allé au maquis, retrouver les copains, hein? Et il n'a pas été pointé. Les comptes gendarmes avaient soigneusement écrit absent, il ne pointe plus. Et le rapport est resté. Ça n'a jamais été supprimé. N'a pas pointé depuis mai 1943 jusqu'à la Libération. Où évidemment, à la Libération, il était là, il a fait partie des guérilleros qu'on dû libérer, je ne sais pas, à Avignon ou quelque chose comme ça, hein. Et après quoi, première armée, hein, engagé dedans.
Il est allé jusqu'en Allemagne, et puis démobilisé après à la fin de la guerre. Alors on s'est retrouvé avec médaille militaire, croix de guerre, etc. Hein. Et il s'était dit, je retournerai en Espagne quand Franco y sera plus. Il y est allé, mais ça avait tellement changé par rapport à ce qu'il avait connu en 1936 qu'il a dit, oh non, non, je reste en France. Alors il attendait, mais il a dit, bon, maintenant qu'il y a un président socialiste, là je peux demander ma naturalisation. Je ne voulais pas la demander à Giscard, mais là... Bon. Eh bien, le gars avait refusé, Reynaud. Motif. N'a pas pointé à la gendarmerie de tel coin du Vaucluse de mai 43 à août 44. Voilà le motif. Tu vois? Tu avais par exemple Milan Kundera, l'écrivain tchèque, réfugié là depuis après le printemps de Prague de 68. Kundera, quand Mitterrand a été élu, a dit bon, je demande ma naturalisation française. Il a donc fait sa demande. Celui qui avait parrainé son dossier, c'était Régis Debray, tu vois, qui avait mis un mot, c'était pas un député. Hein, eh bien, Reynaud avait refusé sa demande avec le motif suivant. A appartenu au Parti communiste en Tchécoslovaquie. Voilà. Hein? Bon, alors, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, c'est pas. Il m'a dit, il y en a 100 comme ça, des demandes. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, j'ai dit, écoute, tu le fous dehors, hein? Ben, il m'a dit, oui, mais... Écoute, puisque t'es... La ministre, c'est Nicole, hein? T'es le suppléant, alors tu te débrouilles, hein, t'insistes auprès d'elle pour qu'elle agisse. Hein. Moi, elle dit, je ne peux pas y arriver tout seul. Bon! Alors j'ai donc dit à Nicole, tu le fous dehors. Elle m'a dit, comme tu y vas? Ah ben, il dit, parce que l'autre était monté, elle avait dit, hein, moi je vous préviens. Hein. Sous-directeur, ce n'est pas des fonctions qui sont à la disposition du ministre. Hein. Faut respecter les règles. Dès maintenant, je vous préviens, j'ai prévenu mon syndicat, la CGC, et je demanderai à passer à être défendu devant la commission paritaire. Hein? On ne peut pas me mettre dans un emploi qui ne corresponde pas à ma qualification et à mon ancienneté. Alors il fallait le trouver, ils ont mis 1 an. Ils ont fini par le mettre chef du personnel, je crois, de la DAS de Paris. Voilà. Il a dû finir là.